moi je prends plus les transports en commun. Si je prends les transports en commun, je suis en sueur et limite, il faut que je sois armé parce que sinon je suis dans tous mes états. Je vois un gars un peu chelou, je peux lui mettre des coups de coude. Hein. Il y a des choses qui restent qui sont très très handicapantes. Le mec de l'armée aérienne qui était infiltré, pendant qu'eux ils étaient en train de creuser une cache, il a pris la mini d'un des gars qui était en train de creuser et puis il a rafalé sur eux et puis on a eu 2 morts. Sauf que moi dans ce groupe-là, moi j'avais un de mes meilleurs potes. Moi j'ai des gars de ma compagnie, ils sont jamais revenus, ils ont complètement pété un plomb et 2 mois plus tard on apprend lui il a fini à Sainte-Anne, il est à l'hôpital psychiatrique militaire à Lyon. Ah ouais. Là même mon cerveau, il se dit putain mais comment c'est possible qu'un humain fasse tout ça? Du coup les gens doivent, ils doivent halluciner, mais ils doivent te voir comme un alien là-bas. Ouais les gens. Et là ils pensent que je suis un mytho. Non mais c'est ce que j'allais dire. Bon mesdames et messieurs, l'homme que vous voyez à ma gauche taffe pour faire médecine, donc ça fait des partiels où il ne dort pas, où il taffe 12 heures par jour. En même temps, il est consultant et il est dans une société de sécurité Chiron où c'est grosso modo que des hitman et que des mecs ultra spécialisés dans ce qu'ils font. Et en même temps, il est combattant, donc il voudrait combattre en MMA, il va probablement le faire à 108 kg mais qui veut combattre en 93. Il fait du judo depuis ses 5 piges, il fait du Muay Thai avec les frères Mamoudi, du MMA avec Nicolas Haute, des sparring de fous furieux. Et on va voir comment est-ce que c'est humainement possible, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais il peut passer 2 mois à ne dormir que 2 heures par nuit pour faire tout ça. Ouais, ça a été exceptionnel. Mais donc voilà, donc c'est parti pour une interview de Batman en fait du coup. J'ai frôlé quand même la dépression nerveuse sur ces 2 mois. Ouais, mais ça faut pas le dire. Mais voilà, justement, on va pouvoir parler de tout ça et comment c'est possible. Donc c'est parti pour le podcast La Sueur avec Raphaël alias Moyave. Alors pour le coup, je ne sais même pas comment tu fais pour gérer ta vie, ça n'a aucun sens tellement tu fais de trucs. C'est vrai que ma vie, elle a pas vraiment de sens sur le papier, mais moi je trouve un sens à ma vie, donc c'est principal. C'est ça, en fait ça a du sens ce que tu fais, mais la manière dont tu arrives à gérer ton temps n'en a pas tellement tu fais de choses. Alors pour vous dire, donc là déjà, rien que tu fais médecine en fait. Donc là, tu as 35 ans, mais tu reprends et là, tu vas faire médecine pour devenir médecin. Tu sais pas encore exactement. Si, j'ai déjà une idée vers quelle spécialité je voudrais m'orienter. Il y a la chirurgie orthopédique qui m'intéresse. Après, il y a un truc complètement différent, l'urologie aussi, que je trouve très intéressant. Et sinon, l'anesthésie-réanimation. Okay. Pour rester un petit peu dans le mood dans lequel j'étais quand j'étais à l'armée. Voilà. Donc tu fais médecine, ce qui normalement, pour les gens donc, qui font médecine, donc normalement déjà tu n'as plus de vie, théoriquement. Ouais, c'est pas théorique. C'est la réalité, j'ai pas de life. Donc tu as ça, et en plus de ça, tu participes, donc tu es chez Chiron aussi en tant que consultant, et enfin, en gros, c'est ça, tu aides à énormément de choses dans cette entreprise. Je fais du consulting pour Chiron Solutions. Principalement de la formation. Et Chiron qui est une boîte donc de défense et tout ce qui est... Qui est lié à tout ce qui est défense-sécurité, ouais. Ok, ouais. Et en plus de ça, tu t'entraînes pour potentiellement faire un combat de MMA et... ouais, là je suis résident au Mamoudi Gym, donc qui est un club pro où mes entraîneurs c'est Nicolas Haute et Nordine et Mamar Mamoudi. Voilà. Ouais, là on est sur... ça va, on est bien là. On est à l'aise. Oui, okay. Je suis gâté. Ouais, ça va, là il y a de quoi faire. Et donc, on va reprendre un petit peu ta vie et parler de différentes choses qui te sont arrivées. Alors, on disait juste avant, comme tu as fait des interviews, notamment chez les Vétérans de France et chez Légendes, qui sont très bien faites et qui reviennent sur les points qui ont été un peu les plus abordés, notamment ce passage où, quand tu étais dans la police avec cette fusillade, avec le braqueur, etc. Donc, on n'ira pas autant dans ces moments-là, même si on reviendra sur tout ce qui est stress post-traumatique, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et dont on n'entend pas beaucoup parler. Ouais. Mais voilà, pour ne pas faire exactement les mêmes interviews, je vais revenir un petit peu sur notamment ton parcours au chasseur alpin, parce que pareil, on n'en entend pas beaucoup parler de cette unité, on peut dire ça, de cette unité dans l'armée. Les troupes alpines, les troupes alpines, c'est les chasseurs alpins. Parce que les troupes alpines, ça représente quand même pas mal d'armes. Donc il y a la cavalerie, il y a l'artillerie de montagne, la cavalerie, il y a les chasseurs alpins qui sont l'infanterie de montagne. On a aussi une délégation du régiment étranger de génie, donc il y a la légion étrangère qui appartiennent aussi aux unités alpines. Mais moi j'étais chasseur alpin.
Donc j'étais dans l'infanterie de montagne. Ok, et du coup je vais te poser pas mal de questions dessus, Ouais. mais là j'y pense parce que tu l'as évoqué un petit peu juste avant, donc on peut commencer par là, mais en parlant de la Légion étrangère, donc peut-être sur certaines missions, tu les as croisés notamment pour mettre les gants un petit peu, boxer, faire du Ouais. MMA et tout ça. Ouais, Alors ouais. ils sont comment les légionnaires en sport de combat? Enfin, ça dépend lesquels, hein. Ils sont rugueux. Non, là où j'ai bossé beaucoup avec eux en Afghanistan. Donc, comme c'était mon groupement de tactique, donc c'était un groupement de tactique interarmée qui était basé par les troupes alpines pour partir sur mon mandat. Et donc, dans ma délégation, j'avais des unités donc, du 2e régiment étranger de génie, qui, en gros, c'est ceux qui font tout ce qui est déminage, dépiégeage, tout ça. Donc, ils étaient avec nous, ils sécurisaient les pistes quand nous, on avait des missions pour tout ce qui était sur les engins improvisés, enfin les engins explosifs improvisés. Ouais. Voilà. Et Donc, du coup, c'est au cours de ces missions-là que le soir, vous mettiez un peu les gants. Exactement. Quand on avait le temps, ouais, on avait une grosse... là où j'étais, en Afghanistan, j'étais en Kapisa à Tagab. On avait une très belle salle de sport avec juste à côté un dojo. Et puis, bah, il y en a qui préféraient aller faire muscu. Et puis, à côté, c'était bagarre, boxe. On faisait un peu de tout, hein. Ça boxait, ça faisait du pied-point, de l'anglaise, ça grapplait aussi. J'ai croisé des très très bons boxeurs. Je me rappelle d'un Biélorusse qui avait été champion de Biélorussie en moins de 85 en anglaise. Très 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 fort. Ouais, très très fort. Ah ouais, ça devait être intéressant mais pas plaisant de tourner avec ce gars-là, quoi. Franchement non, on faisait des bonnes guerres, hein. C'était assez sympa. Bon après moi je faisais pas que bagarre, hein. Je faisais aussi beaucoup muscu à l'époque. En tout cas, quand on avait envie de faire un sport de combat, on trouvait toujours quelqu'un à la salle pour mettre les gants ou pour tourner au sol. Et en termes de peut-être soit mentalité, ça doit dépendre j'imagine des différentes unités, mais par exemple, quand toi, tu étais dans ton unité en Afghanistan et les légionnaires, est-ce qu'il y a des différences un petit peu en termes de la manière dont ils sont ou de la manière dont vous êtes vous? Peut-être, ça dépend, j'imagine, de l'entraînement, du vécu, etc. Mais est-ce qu'il y a différents moods selon les unités? Alors, entre eux, ils sont très durs. La hiérarchie est très stricte dans la Légion étrangère. Bon, c'est pas une inconnue, hein. Mais avec les unités avec lesquelles ils bossent, ils n'ont pas la même approche. Ils se comportent pas pareil. Ok. Ils sont plus relax. Ok, ouais. Non, mais ça se passe très bien avec les légionnaires, hein. C'est des très bons gars en général. Ils ont un fort esprit de cohésion entre eux. Pour le coup, aussi un fort attachement au drapeau français pour lequel ils servent du coup. Donc, pourtant, c'est des étrangers là pour les 9/10e. Bah, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et donc, du coup, pour ce qui est de ton parcours chez les chasseurs alpins, déjà, c'est pas une unité qui est forcément très connue du grand public en tout cas. Qu'est-ce qui a fait que quand tu es allé à l'armée, tu t'es dit je veux les chasseurs alpins et que tu es allé là-bas? Et bah, en fait, je voulais pas de base les chasseurs alpins. Ok. C'est juste que donc j'ai fait mes tests, je suis rentré dans un CIRFA, j'ai fait mes tests, comme tout jeune qui veut s'engager à l'armée. Et donc à la suite des tests, on passe, donc c'est les 3 jours là où on fait la visite médicale, les tests psychotechniques, savoir si on sait lire, écrire, compter. Après, on fait les tests sportifs et les entretiens. Et suite à ça, en fait, on a un classement. Donc c'est une lettre et un chiffre, c'est E1, E2, E3. Donc quand on est noté E1, c'est qu'on a été très, très bien. E2, c'est bien moyen. Et E3, c'est moyen, pas bon. Donc j'étais noté E1 et moi je voulais partir dans les forces spéciales. Donc ce que je voulais à l'époque, c'était le 13e RDP, le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment de renseignement. Et parce que le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, donc de Bayonne, n'intégrait pas de candidats initiaux, des initiaux, donc ils ne prenaient pas du civil. Il fallait avoir fait déjà un parcours dans l'armée pour pouvoir arriver au premier PIMA. Bon, maintenant ça a changé, hein. Ils prennent des initiaux, ils prennent des gens de l'armée et après ils regroupent tout le monde pour faire la formation. Mais à mon époque, ils ne prenaient pas le premier PIMA, donc je voulais absolument le 13e RDP. Et quand j'ai fini mes tests, donc j'étais apte pour le 13, j'étais apte pour aussi les autres régiments de conventionnels. Mais le 13, ils n'engageaient pas tout de suite. Il fallait attendre quasiment 1 an pour la prochaine incorporation et moi je voulais pas attendre.
Donc mon recruteur il m'a dit bah, si tu veux, dans un mois là, j'ai le 3e RPIMA qui engage et j'ai le 27e bâton de chasseur alpin. Et je lui dis bah ok, ok, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Je me suis moi aussi documenté, renseigné. Je me suis dit bah tiens, bingo, j'aime bien la montagne. Voilà. On va s'engager au 27. Et puis bah, je me suis engagé au 27e bâton de chasseur alpin. Et du coup, les chasseurs alpins, est-ce que tu peux expliquer un petit peu là où ils sont utilisés, leur spécialité et ce qui fait qu'ils sont vraiment à part entière, quoi? Alors déjà, de tradition, ils ont des traditions un peu différentes des autres régiments, d'accord. Donc on n'a pas le petit béret bleu, on a la tarte, la grosse galette. Ouais. Donc ça c'est tradition, hein, avec le corps de chasse. Moi, mon régiment, de base, c'est un régiment qui s'est fait connaître par Tom Morel, qui a été un des grands maquisards et qui a été le commandant de la bataille des Glières pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est très très ancré chez nous, les traditions, enfin chez les chasseurs alpins, les traditions sont très très ancrées. Aussi la Sidi Ibrahim, qui est une bataille qui a été faite en Afrique. La spécialité des chasseurs alpins, c'est vraiment du combat d'infanterie, mais en milieu montagneux, en moyenne et haute montagne, et dans des conditions extrêmes. Donc dans des conditions très froides, très humides. Voilà. Ok. Donc ça demande d'une personne qui s'engage là-bas quand même qu'elle soit plutôt rustique. Ouais. Voilà. Ouais. Elle accepte d'avoir froid aux doigts et d'être trempée souvent sur le terrain. Mais trempée et avoir froid. Voilà. Faut accepter. Super, ça donne envie. Ouais. Non, en vrai, c'est une super unité. Hein. Mais et en plus, toi, quand tu t'y engages, parce que tu expliques en gros que normalement, en plus, pour faire des allées et venues dans la montagne, bon, c'est vrai que voilà, Kylian Jornet, c'est pas Roy Nelson ni Fedor forcément, oui. Mais que toi, tu faisais 90 kilos et pourtant que ça a marché et que tu étais à l'aise et en tout cas, tu faisais partie des gabarits qui n'avaient pas forcément de sens pour ça, mais ça marchait bien pour toi. Non, j'avais pas le gabarit d'un montagnard. J'ai pas le gabarit d'un montagnard, mais j'ai plus le gabarit d'un mec d'infanterie de marine, quoi, de la coloniale ou d'un para. Ouais. Mais non, ça s'est bien passé. Puis moi, j'aimais beaucoup la montagne été. J'aimais beaucoup marcher en montagne été, donc quand il n'y avait pas spécialement trop de neige. J'étais un peu moins débrouillard en montagne hiver. J'aimais moins ça. C'est parce que quand on est chasseur alpin, on prend pas les remontées mécaniques pour monter en haut. Hein. On met les petites pots de phoque et puis on grimpe avec nos pattes. Non, je m'en sortais pas trop mal. Hein. Et j'étais pas un des meilleurs grimpeur de mon régiment, mais j'étais pas à la ramasse, quoi. Ouais, et le fait que du coup que tu pesais 90 kilos, ça n'a pas posé de problème parce que en gros, en termes de cardio et en termes de les jambes qu'il faut, ça a été malgré tout est arrivé. Le seul problème qu'il y avait, c'était que quand on commençait à faire beaucoup de montagnes, je devais changer de pantalon parce que du coup mes jambes elles explosaient. Ah ouais, elles prenaient, et du coup j'oscillais toujours entre deux tailles de pantalon. C'était ça le problème qu'il y avait. Ouais, c'est vrai, franchement, entre le début de la saison et la fin de la saison, je changeais de pantalon. Parce que les jambonneaux prenaient. Ah ouais, ça s'hypertrophiait. Pendant la saison, ça s'hypertrophiait. Puis en plus, j'ai eu la chance ou j'ai pas eu de chance. À chaque fois, j'avais des chefs de section qui aimaient beaucoup la montagne. Donc des fois, il y avait des moments, ça pouvait arriver qu'on sortait dans la semaine 3 ou 4 fois, quoi. Ah ouais. On faisait 3 ou 4 sorties montagne dans la semaine de travail. Ah oui, donc entre le lundi et vendredi. Ouais. Donc, et les sorties, c'est quoi? C'est genre 2 heures de montée, descente Ça dépendait. Hein. Des fois, on sortait à la semaine. Donc on partait, on faisait une course en montagne, on bivouaquait, on en faisait une autre, on se mettait dans un point central dans les Alpes et puis on faisait quelques cols, on changeait de course un peu tous les jours. Et puis des fois c'était des sorties à la journée, on partait, on partait au Grand Bornand, on partait à la Clusaz, et on faisait une course à la journée. Les courses en moyenne c'était entre
900 et les plus grosses, ça pouvait monter jusqu'à 1600-1700 mètres de dénivelé. Ouais, ça fait une bonne course, ouais. Ouais, ça c'était vraiment les grosses. Hein. Ouais. Mais de moyenne, c'était entre 900 et 1002. Ok. Harnaché du coup, enfin, ou alors c'était... Ouais, ça dépendait. Des fois, on partait en light, donc on avait juste un petit sac avec un fond de sac. En mode trek un peu. Voilà, avec juste des effets chauds, de l'eau et de la bouffe pour la journée. Et puis quand on partait plus longtemps, il y avait un plus gros sac. Et puis des fois, quand on était sur une prépa mission, pour se faire un peu la caisse, on partait avec des sacs qui étaient plus lourds, avec armement, casque lourd, nos plaques, etc. Est-ce que tu dirais que tu as les jambes les plus solides du MMA game, pound for pound? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait faire un concours soulevé de terre. C'est ça. Tu fais combien soulevé de terre? J'avais un bon max pendant un moment. Pendant un moment, je faisais beaucoup de force athlétique. J'ai avoisiné les 300, ouais, soulevé de terre. Ah ouais. Mais je faisais que ça. Ouais. Je faisais que ça. D'ailleurs, c'était au tout début où j'avais intégré la team Voirin là, et Benoît il me disait mais arrête avec la force. Parce que en plus je devenais super lent dans ma boxe. Ouais, bah oui. Du coup, parce que je faisais beaucoup de squat, enfin beaucoup les 3 mouvements, je faisais du bench, du squat et du deadlift. Et donc du coup, mes barres montaient, mais je devenais ultra lent. Ouais, c'est-à-dire que le low kick, bon, faut pas le prendre, mais tu le vois venir, quoi. Par contre, je pouvais monter en l'air. Un gars quand j'attrapais Mathieu ou Jorik, je soulevais. Il pesait pas dans mes bras. Mais non, du coup, j'ai un peu arrêté là, mais non, je pense que j'ai encore des bonnes barres. Hein. Je pense que je dois avoir encore un max à 2,40, 2,50. Hein. Ouais, à 35 ans, c'est solide. Hein. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Je suis pas encore dégueulasse. Je suis pas encore dégueulasse. Et du coup, donc perf, t'as eu un max aux environs de 300. Là, t'es à 240, 250. C'est quoi tes autres perfs sur développé couché? J'avais pas des bonnes perfs en développé couché. Contrairement à le deadlift, qui était vraiment mon mouvement, parce que je pense que j'ai le gabarit fait pour, mais développé couché, je crois que mon max c'est 175. Donc c'est pas une bonne perf par rapport au soulevé de terre. Ouais. Alors, quand tu es parti en mission en tant que chasseur alpin, notamment en Afghanistan, tu parles à un moment donné dans l'interview de Légende tu as fait une mission, tu avais un sac de 100 kilos. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y avait dans le sac et combien de temps ça durait? En fait, mon sac faisait pas 100 kilos à lui-même. Il y avait mon sac, en fait c'était tout équipé, j'avais 100 kilos d'équipement sur moi. En fait, moi je suis parti en Afghanistan en étant donc chef d'équipe Milan, qui est un missile d'infanterie léger anti-char, et tireur d'appui direct. Donc j'étais Minimi 762, donc c'est la mini mitrailleuse avec du calibre 762, qui est un peu plus lourd du coup que le 5,56 autant. Et mon sac, on partait sur une manip de 7 jours. J'avais donc de quoi tenir 3-4 jours en nourriture, de l'eau pour tenir aussi sur 3-4 jours. J'avais de quoi dormir, hein, donc duvet, sac à viande, le surduvet en Gore-Tex, des changes, des affaires de toilette pour les lingettes bébés, tout ça. Et ce qui pesait lourd, c'est que j'avais avec moi 1000 mun 762, donc la bande de 100, c'était quasiment 4 kg, c'est entre 3,5 et 4 kg je crois la bande de 100, j'en avais 1000. Voilà. Et j'avais un missile Milan. Et qui pesait combien le missile? Ça pèse ça dépendait des missiles, mais c'est entre 12 et 20 kg. Ça dépendait quel modèle. Ah ouais. Mais même en termes de volume, comment t'as fait pour mettre tout ça sur ton dos? Plus j'avais mes plaques. J'avais mes plaques balistiques, plus le casque, plus l'équipement de vision nocturne, plus mon arme, mes armes, parce que j'étais en double dot, en double dotation. J'étais même un tout petit peu plus de 100 kg, je crois. Mais j'étais pas le seul. Hein. Okay. Tout mon groupe, on était tous à quasiment 100 kg. Et donc, dans ces cas-là, une mission comme ça, vous faites de la montagne avec 100 kg sur le dos? Alors, ce qui s'était passé sur cette mission, donc la mission a été préparée déjà en amont. Nous, on est parti avec plusieurs équipes de nuit en hélico. C'était avec des Chinook, les hélicos américains avec les doubles pales là, qui ressemblent un peu à des bananes.
Donc on part de nuit, donc on part dans la vallée d'Al-Assaï, on était parti en fond de vallée. Et la mission, c'était de taper tous les talibans et de reprendre la vallée aux talibans. Donc toute une vallée. Vous avez un objectif de toute une vallée avec... L'objectif, c'était de taper le plus de talibans possible, et d'en neutraliser le plus possible, et de reprendre la vallée, et que l'armée nationale afghane puisse se réinstaller dans la vallée. C'était ça l'objectif de la mission. Donc nous, on a été héliportés avec pas mal d'autres unités de nuit. Il y avait 2 hélicos, je crois, en fond de vallée, dans un premier temps. Et on s'est infiltré, on a fait nos caches, et puis on a commencé à faire du renseignement. Et puis après, le lendemain, les unités à pied ont commencé à remplir un peu le verre d'eau pour avancer dans la vallée. Mais nous, on était en fond de vallée déjà depuis une bonne dizaine d'heures. Et donc dans ces cas-là, ça se passe comment? Parce que l'objectif, c'est de taper le plus d'ennemis possible, mais parce que vous ne savez pas où ils sont, donc non. Vous avancez jusqu'à ce qu'il y ait un contact. Enfin, comment est-ce que ça se passe? De nuit, justement, le but de nuit, c'était de ne pas se faire détecter. Ouais. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de contact pour nous, surtout qu'on n'était pas beaucoup. On était une quarantaine. Ok. Donc, et puis en vallée d'Al-Assaï, il était estimé à entre 300 et 400 insurgés. Ah oui, rapport d'1 sur 10, ouais, ok. Ouais, voilà. Ouais. Donc le but, c'était justement de ne pas se faire détecter, et de pouvoir s'infiltrer à un point bien précis, et de pouvoir commencer à faire du renseignement, installer notre armement, parce que nous, on était en missiles philo-guidés, et puis pouvoir justement appuyer les unités amies qui étaient en bas, parce que nous, on montait en montagne, et appuyer les unités amies qui étaient en bas, qui allaient commencer, elles, à vraiment être au carton, et pouvoir les renseigner, et s'il y avait besoin d'appuyer, faire un tir Milan, un tir avec un tireur d'élite, commander une frappe aérienne, en même temps en mesure de le faire. Ok. Et donc dans ces cas-là, en fait, vous savez, avec le renseignement que vous avez fait en arrivant et sur les premiers temps, vous commencez à savoir un petit peu soit vers où ils seront, quoi que ce soit, et donc vous allez vers ces positions-là et ensuite vous engagez? La mission a été préparée quasiment un mois à l'avance par l'état-major. Donc okay. Eux, je pense qu'ils avaient déjà envoyé des unités des forces spéciales en reco un petit peu avant, reconnaître les points. Nous, on savait déjà exactement où on allait se poser. Ok, ouais. On savait où, en fait, le seul problème qu'on a eu dans l'infiltration, c'est que l'hélico ne nous a pas déposé au bon endroit, il nous a déposé un peu plus loin. Alors on sait pas, moi je ne sais pas pourquoi, et je ne le saurai jamais, je pense. Mais du coup, l'infiltration a duré plus longtemps et était plus longue. Ok. Mais on savait exactement où on allait aller, où on allait se mettre pour pouvoir renseigner au mieux et pouvoir appuyer les unités en bas le mieux possible. Et c'est quoi les spécificités du combat et des fusillades, mais en montagne? La balistique, qui n'est pas la même. Ok. Quand tu tires sur une cible ou sur quelqu'un, quand tu es en haut, va falloir adapter ton tir. Si tu tires sur la personne qui est plus bas, et vice versa, si tu es plus bas et qu'elle est plus haut, ça va être. Il va falloir paramétrer certaines choses sur ton tir, faire des reports de tir, etc. La spécificité du combat en montagne, c'est un combat qui est difficile parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et puis nous, quand on sortait, moi je parle de l'Afghanistan, parce que le combat en montagne, c'était là où on a vraiment été employé chez les Alpins, c'était vraiment en Afghanistan. Parce que c'est un pays qui est très montagneux, et il y a la chaîne himalayenne qui commence là-bas. Le problème qu'on avait, c'est qu'on était avec nos plaques balistiques, notre casque, les sacs, l'armement, on était très lourd. Et l'ennemi en face, eux, ils se déplaçaient beaucoup plus rapidement, en claquettes, quoi. Ouais. Donc c'était ça allait un peu plus vite pour eux, quoi. Ouais. Donc des fois, il nous est déjà arrivé de se faire prendre un revers rapidement. Parce qu'eux, ils manœuvraient beaucoup plus que nous. Donc, et puis ils connaissent tellement parfaitement le terrain que... c'est des gars du cru. Hein. Forcément. Pour la plupart, il y avait on avait tapé des Tchétchènes, il y avait des Tchétchènes qu'on avait réussi à interpeller. On avait rencontré aussi pas mal de Pakistanais.
Mais la plupart, c'était des gars des Afghans. Ouais, de la région, ouais. Ouais. Et face à des gars qui connaissent parfaitement le terrain, qui se déplacent rapidement, parce que je ne vais pas faire comme si je connaissais mon histoire par cœur du Moyen-Orient ou de ces régions-là, mais la raison pour laquelle visiblement les Russes ont galéré de ouf, donc c'était en Afghanistan aussi? Non, c'était en Afghanistan. Ouais. C'était parce que, j'imagine, ils connaissaient parfaitement le terrain, les locaux, et que du coup ça devient un bourbier sans nom. Comment est-ce que vous gérez ça et qui fait que vous, ça marche? Je pourrais pas te dire si ça a fonctionné. En tout cas, le travail était fait et je pense que tout le monde a essayé de bien le faire. Mais c'est toujours difficile de se battre et de faire de la guérilla ou de faire de la contre-guérilla. Parce que tu te bats contre un ennemi qui est invisible. Moi, j'ai déjà observé quand j'étais, des fois, on allait faire du rance. On était sur les hauteurs, on observait, on voyait des gars, ils travaillaient dans les champs, ils faisaient coucou aux unités qui passaient en patrouille ou qui passaient sur un axe, et puis ils ramassaient une calache dans les wadis, c'était les espèces de petites rivières, et puis ils commençaient à combattre. Et après ils reposaient la calache et ils repartaient taffer dans le champ. Ah ouais. Ah oui, ouais. Donc, et puis là-bas, les talibans maintenaient cette pression sur la population. Et la population avait peur, donc ils les cachaient, ils cachaient de l'armement, ils cachaient des explosifs. Ce qui était difficile, c'était de se battre contre un ennemi qui était souvent invisible en fait. Ouais, invisible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que soit ils se mêlent à la population et du coup vous ne savez pas, exactement. Soit invisible parce qu'ils sont dans le terrain mais c'est de la montagne et donc c'est des fantômes quoi. Ouais. C'était marrant parce qu'à un moment on avait compris, parce que quand on reconnaissait un axe ou quand on faisait une manip dans les vallées ou quoi, on savait qu'on allait se faire taper. Parce qu'on voyait des mouvements d'enfants et de femmes. On voyait comme dans les westerns qui rentraient ou... Exactement, ouais. Ça partait en file indienne ça s'appelait des compounds, dans leur maison. Et là, on disait, c'est bon, ça part au carton. Purée. Ouais. Et là, on pouvait être sûr que dès qu'il n'y avait plus un enfant, plus une femme dehors, ça allait partir. Ouais, ça partait au carton. Ah ouais, ça doit faire une ambiance spéciale du coup. Ouais, mais quand on est jeune, c'est ce qu'on voulait. Hein. Ceux qui voulaient pas partir, ils sont pas partis. Hein. On les a pas forcés à partir. Ouais. Le régiment, quand il est parti, il a pris ceux qui déjà avaient envie de partir. Et puis il a monté plusieurs. Enfin, ils avaient remixé les compagnies pour faire des compagnies qui étaient solides. Ok, ouais. Ouais, ou qui savaient pourquoi ils étaient là. Exactement, ceux qui sont partis, ils avaient envie de partir. Il y en a qui ne sont pas partis parce que, je sais pas, hein, il y a des problèmes familiaux. Mais il fallait être vraiment stable, sûr et solide pour se dire. Ouais. Enfin, après, moi j'estimais que quand tu t'engages à l'armée, tu choisis le métier des armes, potentiellement c'est pour. C'est pas que pour faire de l'humanitaire, quoi. Ouais. Enfin, si tu as cette âme de guerrier, faut. Le jour où on te dit. Faut prendre ton fusil et y aller, tu prends ton fusil et tu vas te taper. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont pu peut-être t'impressionner ou quoi parmi les combattants du cru où tu te dis ah ouais, ils sont chauds quand même, que ce soit dans leur manière de se battre, de se déplacer, d'être discret ou quoi? Ils faisaient de la guérilla avec très peu de moyens, ils étaient très inventifs et c'est des brouillards. Hein. Ouais. Moi j'ai jamais eu de haine vraiment envers mon ennemi. C'est mon ennemi, donc voilà, mais j'ai toujours respecté mon adversaire, que ce soit là quand j'étais à l'armée, quand j'ai combattu, ou même quand je tourne en sparring, si j'ai un gars en face de moi dans la cage, je le respecterai toujours, hein, même si sûrement je dois me taper avec lui, mais lui aussi il défend aussi une cause, donc qui a de la valeur pour lui. Donc voilà, c'est louable. Ouais. Je trouvais quand même qu'ils étaient très débrouillards et c'était des montagnards, donc ils connaissaient la montagne, ils savaient se déplacer, et puis ils n'avaient pas l'équipement qu'on avait, donc ça force un peu le respect hein, quand tu fais de la montagne en tatane. Moi, je peux te dire, je sors en montagne en tatane, je me fais une cheville au bout de 100 mètres de dénivelé. Hein. Heureusement que j'avais des chaussures de montagne. Ouais. Mais non, là-dessus, ils m'impressionnaient. Ouais. Et pour vous, et pour clore un petit peu ce chapitre, du coup, les combats en montagne, les chasseurs alpins, etc., du coup,
quand vous passez une semaine comme ça, et que vous êtes harnaché, et puis il y a des escarmouches, etc., mais même que ce soit la nuit ou quoi, la survie dans ces milieux-là, pour vous, c'est la routine, ou est-ce que c'est un obstacle vraiment en plus? Ça devient une habitude. Ça faisait déjà un moment que, je crois que cette mission-là, on a dû la faire en janvier, juste après les fêtes. Et ça faisait déjà un moment que je suis arrivé en novembre. Ouais. Donc j'étais déjà un peu rodé au niveau des contacts. Ça allait pas être la première fois que j'allais être sous le feu. Donc voilà, on fait des roulements pour les gardes de nuit. Il y a un contact, tout le monde se réveille et prend les armes. Ouais, mais tu t'y attends et donc c'est la routine. Ouais, exactement. Ouais. Et parmi tous les contacts que tu as pu avoir, je crois que tu disais que tu avais eu en Afghanistan plus d'une quarantaine de contacts. J'en ai beaucoup. Ouais. Est-ce que ça c'est pareil, du coup tu t'y fais dans le sens où tu sais que ça va arriver, donc forcément tu peux t'y préparer peut-être mentalement, mais tu t'y habitues, c'est la routine? Ouais, on s'y habitue. Je me rappelle, avec des potes, on allait manger donc dans notre self, dans la base où on était à Tagab là. Et en fait, notre base, elle était légèrement elle était un peu plus haute que la vallée dans laquelle on avait l'habitude d'opérer. Et donc du coup, souvent, ils s'amusaient à nous lancer des roquettes. Ils se mettaient un peu sur la montagne d'en face, ils nous tiraient dessus. Et je me rappelle, on s'amuse. Et je me rappelle que j'étais avec deux copains de mon groupe là, on allait manger et il y avait la queue à l'ordinaire pour prendre son plateau. Et au moment où on arrive là, on prend une rafale qui passe, je sais pas, peut-être à 1 mètre de nous, qui tape sur les graviers, une rafale de 5-6 cartouches. Donc du coup, on s'est jeté sur le côté, voilà, mais en fait c'était tellement devenu normal qu'on en a rigolé après à l'ordinaire, quoi. En disant, putain, t'as vu, un peu plus ma jambe, elle disait au revoir au monde, quoi. C'était devenu habituel. Ah ouais, c'est ça qui... C'est pour ça que l'armée après a mis des sas de décompression sur des grosses missions comme ça avec l'Afghanistan. Je crois que le Mali en a bénéficié aussi. Parce que les gars, en fait, on passe de on à off. Et sans ce sas de décompression, il y en avait pas mal. Ils rentraient en France, ils pétaient les plombs. Déjà qu'il y en a pas mal, que même avec le sas de décompression, ils pétaient un plomb, ils finissaient en hôpital psy. Là, ils rentraient, le sas de décompression, c'était vraiment un truc chill, où on nous laissait un peu tranquille dans un hôtel, à Chypre, un hôtel un peu luxueux à Chypre. On nous obligeait juste à avoir le psy seul et en groupe. Et puis après, de faire des séances de techniques d'optimisation du potentiel, les techniques de respiration pour se calmer, etc. Mais après, pendant entre 3 et 5 jours, on était quand même tranquille à la piscine. Ils nous offraient une croisée. On allait faire un tour de bateau. C'était vraiment pour nous faire décompresser avant de retrouver les familles. Parce qu'il y en a, ils arrivaient, ils rentraient. Moi, j'ai des gars de ma compagnie, ils sont jamais revenus après les permissions en rentrant en Afghanistan, ils sont jamais revenus au régiment. Ils ont complètement pété un plomb et 2 mois plus tard, on apprend lui, il a fini à Sainte-Anne, il est à l'hôpital psychiatrique militaire à Lyon. Ah ouais. Mais parce que du coup, qu'est-ce qui leur arrive? C'est le stress post-traumatique qui arrive, qui les percute en rentrant en France en fait. On passe d'un milieu où la vie elle tient un bout de ficelle à la France où c'est l'opulence. Où le pays il est sécure. Et je pense que les gars ils vrillent, parce que il y en a chaque personne vit sa mission différemment, donc puis il y en a pour certains, il y a certains groupes, certaines compagnies, certaines unités qui ont eu de grosses difficultés, et puis d'autres pour qui la mission s'est mieux passée. Voilà, ouais. Mais parce que par exemple ceux qui finissent en hôpital psychiatrique, c'est parce qu'en gros c'est leur comportement qui devient irrationnel. À quoi ça ressemble?
Bah, ça dépend. Il y en a, c'est leur comportement qui devient dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Puis il y en a, ils font une dépression. Et il y en a, ils se croient toujours en Afghanistan. Il y en a, ils n'arrivent plus à dormir. Le stress post-traumatique, il peut taper par différentes de façons. Ça peut être, souvent ça commence par un petit coup de mou, des cauchemars, un peu de reviviscence, et puis après il y a les flashs, après il y a les manœuvres d'évitement, après ça s'accumule, il y a des symptômes qui arrivent en plus, et puis au bout d'un moment, on n'a plus la tête hors de l'eau, on a la tête sous l'eau, et c'est soit on pète un plomb et puis hélas quoi, il y en a certains et ils passent à l'acte et ils ont tellement d'idées noires, la souffrance est tellement forte, ils passent à l'acte et puis ils se suicident, et puis il y en a, ils préfèrent prendre contact avec un psychiatre et essayer de se soigner, quoi. Et les flashs dont tu parles, parce que par exemple ça c'est quelque chose que toi tu as expérimenté. Ouais, je les ai bien expérimentés. Mais en gros, enfin moi de ce que j'avais entendu, du peu que je sais en tout cas du stress post-traumatique, c'est pas juste des souvenirs, c'est tu revis vraiment certaines scènes. Tu revis des scènes qui t'ont marqué. Ouais, qui t'ont marqué, ouais. Et c'est soit les scènes qui ont été le plus fortes émotionnellement, ou celles où tu as dû faire des choix, c'est... Qui ont été... Ouais, parce qu'il n'y a pas... Moi, j'en parle dans d'autres interviews, hein. Moi, j'ai eu un syndrome post-traumatique, et c'est pas spécialement des scènes où on a eu où on a été traumatisé parce que avec une peur de mourir. Moi, il y a eu des choses. En fait, c'est des scènes où on n'a pas eu. Enfin, moi, je parle pour moi, hein, où j'ai pas eu où je pouvais pas avoir d'action, où c'était pas moi qui dirigeais ce que j'avais envie de faire ou d'être. Okay. Moi, il y a des scènes qui me hantent. On a eu des copains qui sont décédés parce que un taliban qui était infiltré dans l'armée afghane, eux ils étaient sur un point, nous sur un autre point haut, ils étaient sur le point haut juste en face de nous, et en fait le mec de l'armée afghane qui était un infiltré, et pendant qu'eux ils étaient en train de creuser une cache, il a pris la mini-mi d'un des gars qui était en train de creuser, et puis il a rafalé sur eux, et puis on a eu 2 morts. Sauf que moi dans ce groupe là qui était là-bas, moi j'avais un de mes meilleurs potes, et pas de nom à la radio, donc la mission elle dure 3 jours, et pendant 3 jours on sait pas qui. Ça par exemple, moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Okay. Ce qui m'a aussi marqué, quelque chose que je me souviendrai toute ma vie, c'est le premier jour où moi j'arrive à Tagab, on arrive de nuit, le lendemain la compagnie qui est arrivée en précurseur fait une mission dans la vallée. Fin de matinée, un gars que je connaissais avec qui j'avais fait ma préparation à Afghanistan, c'est un légionnaire, prend une rafale en montant dans le blindé, il décède. Ouais. Et 2 jours après, on porte son cercueil dans le hélico pour qu'il soit rapatrié en France. Donc ça, c'est des choses qui marquent. Après, bien sûr, il y a plein de trucs qui marquent et qui traumatisent, hein. Des roquettes qui pètent à 2 mètres de soi, le nombre de blessés que je me suis occupé en tant qu'Oxane. Il y a plein de trucs qui marquent, mais voilà, il y a des faits aussi des fois, on n'a même pas eu peur spécialement pour sa vie, c'est des choses qui nous ont touchés parce que c'est un ami, parce que c'est un copain, et en fait je pense qu'on se dit en fait le gars là qui est dans la boîte et qui est porté par les autres pour rentrer en France et qui verra plus sa famille, et demain c'est toi. Ouais, c'est ça je pense c'est ça qui est marquant. Ouais, ce côté, c'est l'incertitude totale d'un truc qui peut être dramatique, qui peut arriver d'une seconde à l'autre, que tu ne sais pas si... Ouais, je pense. Parce que c'est...
j'écoute pas mal d'interviews de vétérans français et même américains qui parlent un peu de ces sujets-là. Et c'est vrai que ça a l'air d'être surpuissant parce qu'il y en a un notamment qui parlait du fait que visiblement il n'était pas encore passé outre le trauma et il disait il y a certaines scènes que j'ai vécues, je sais qu'il ne faut surtout pas que j'y pense parce que je sais que si j'y pense et que je la revisualise et que je la revis, je sais que je vais devenir fou. Ouais, il y a des choses des fois qui viennent et on essaie de switcher, hein, mais après quand les reviviscences elles arrivent, elles sont là dans tous les cas. Donc, ça vient à des moments aléatoires, tu sais jamais. Ah ouais, bah ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et puis moi quand j'ai été pris en charge, les psys ils m'ont pas menti, ils m'ont dit ce que t'as, ok, bah tes symptômes ils vont se calmer et ça va. Le côté dépression, tout ça, ça va se gérer, mais ton syndrome post-traumatique, tu l'auras toute ta vie. Il faudra composer avec. Ouais. Et ça veut dire que du coup, toute ta vie, tu auras ces moments-là qui reviendront de temps en temps. Ouais, quand t'as. Ouais, et puis ça vient souvent quand t'es fatigué, quand t'as un coup de moins bien, quand. Ouais, quand ton cerveau est peut-être pas aussi alerte ou quoi que ce soit. Exactement, quand tout va bien dans ta vie, ça a plutôt tendance à se calmer, mais il suffit que tu sois un petit peu dans le rush ou quoi, ça vient, ça revient rapidement, ouais. Et lorsque tu as été pris en charge, parce que tu expliques que, du coup, je ne sais pas si ça a changé, vraisemblablement peut-être pas trop, mais il n'y a pas forcément, en tout cas à l'armée, de choses qui sont trop mises en place pour gérer ces syndromes-là? Si, il y a des choses qui sont mises en place, mais en fait, moi, moi, c'est déclaré très longtemps après. Hein. Moi, c'est déclaré, je suis rentré d'Afghanistan en 2012. Bon, après, voilà, l'armée, j'ai fini mes contrats à l'armée, je suis entré dans la police, je suis reparti à l'armée, je suis revenu en police. Et mon syndrome post-traumatique qui a commencé en fin 2020, début 2021. Ah ouais, ok, d'accord. Après, moi, c'est un truc qui est mêlé. Hein. Moi, j'ai l'Afghanistan, et puis j'ai fait quasiment, comme j'étais dans la police, et puis j'étais dans une unité un peu spécialisée, j'ai couvert quasiment tous les attentats de Paris. Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées, j'étais sur le Stade de France, j'ai fait le Louvre, Notre-Dame, Villejuif, puis il y a eu la fusillade à Saint-Denis avec Yann Sayour. Donc moi, mon syndrome post-traumatique, c'est un truc qui est mêlé. Ouais. C'est un truc qui est mêlé. Et j'ai décidé d'arrêter d'ailleurs de quitter la police et de me reconvertir parce que ça devenait retourner dans la police, aller faire un travail pour y aller à reculons et que ça n'ait plus de sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter. Et du coup, pour ce que vous avez mis en place lorsque tu as ensuite été... c'était un hôpital qui était plus un hôpital civil où tu as été moi j'étais pris en charge à l'Hôtel Dieu. Ils ont une cellule, c'est le centre psychotraumatisme de Paris-Ouest, et qui sont spécialisés là-dedans. Donc ils gèrent des victimes d'attentats, ils gèrent des policiers, des victimes d'agressions sexuelles, de viol, même de vol, hein, de vol-violence. En fait, ils ont l'habitude de traiter justement cette maladie-là qui est le syndrome post-traumatique. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour traiter ce genre de traumatisme? Déjà, il y a la chimie. Ah ouais, tout ce qui est médicaments. Et puis il y a des thérapies, ça s'appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Donc c'est des thérapies qui sont approuvées par l'OMS. Donc il y a l'EMDR, c'est une thérapie très mal trouvé comme nom, ça. par les yeux. Donc pour faire passer les traumatismes, ou par des bruits ou par du tapping. Il y a pas mal puis donc c'est des psychiatres qui s'occupent des malades, enfin des patients et des psychologues. Et du coup, leur but avec toutes ces choses-là, c'est soit de petit à petit
soit te les faire revivre, mais en tout cas de manière un peu plus mesurée pour que tu puisses les gérer, ou c'est quoi le processus? Non, le but de leur... le psychiatre, ça va être... D'en parler, ouais. Ça va être de savoir comment on se sent, et lui, il adaptera les traitements par rapport à ça. Lui, c'est sa fonction de médecin. Et les psychologues, justement, c'est de faire passer les traumatismes. Mais alors, par le MDR qui fonctionne très très bien, soit il va faire passer le traumatisme, soit en tout cas il va faire en sorte que le trauma se devienne moins bruyant, on va dire. Ouais. Et pour faire passer le traumatisme, c'est le fait d'en parler, de peut-être le rationaliser? Non, justement, ils le disent, de parler d'un traumatisme, ça le réactive. Ok. Donc on n'en parle pas, c'est vraiment de la thérapie comportementale, c'est une thérapie comportementale. Le MDR, il part du principe que donc le traumatisme est vécu a été vu donc par les yeux, et que le traumatisme est bloqué dans une zone du cerveau qui sont les amygdales, Okay. les amygdales cérébrales. Et en gros, le traumatisme ne s'est jamais mis dans un tiroir. Donc en fait, il y a une thérapie qui est mise en place pour justement débloquer un peu tout le système limbique et pouvoir accepter ce qui s'est passé. Parce qu'un traumatisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté. C'est quelque chose. Exactement. Le cerveau, il l'a très maltraité, il ne l'a pas accepté, et c'est quelque chose en général sur lequel on n'a pas eu d'emprise. Ouais. C'est d'accepter justement tout ça, et il y a pas mal de thérapies. Il y a le brain spotting, il y a le MDR qui fonctionne bien, comme je disais. Ouais. Moi, c'est celle que j'ai faite. Hein. Il y en a sûrement d'autres, mais ouais. Puis je pense que ça dépend aussi du psychologue sur quelle thérapie il est formé ouais. et ce qu'il préfère. Ouais. Et donc maintenant, tu arrives à vivre avec. Ouais. C'est plus. Évidemment, ça restera donc jusqu'à la fin de ta vie, mais c'est plus un problème dans le sens où ça n'est plus handicapant. Si, c'est handicapant. C'est handicapant. Ouais, parce que il y a des choses que je parle pas, mais il y a des excès de violence, il y a les syndromes d'évitement, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je prends plus les transports en commun. Ouais. Si je prends les transports en commun, je suis en sueur et limite, il faut que je sois armé, parce que sinon, sinon je suis dans tous mes états. Je vois un gars un peu chelou, je peux lui mettre des coups de coude. Hein. Ouais. Donc, non. Il y a des choses qui restent, qui sont très très handicapantes. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est ton rapport à, entre guillemets, la vie civile, la vie normale, où c'est être avec des gens que tu ne connais pas, etc. Ça, en gros, maintenant, c'est quelque chose. Soit il faut que tu sois dans des situations particulières, mais tu peux plus être avec des gens random que tu connais pas, dans des trucs bondés et tout, quoi. Tu vois, je vais je sais pas, je vais sortir et je vais être dans un lieu public, il va y avoir du monde, je vais avoir les yeux partout. Ouais. Je vais me mettre contre un mur, je vais avoir des comportements qui sont de l'hypervigilance. Après, il y a aussi la déformation, je pense, des professionnels dedans. Hein. J'ai été policier, on nous apprend à être vigilant aussi, donc. Mais oui, il y a des choses qu'on fait qui sont des fois un peu, ça relève un petit peu de la parano, quoi. On n'est pas paranoïaque, hein, parce que c'est vraiment une maladie, mais il y a un peu ce délire-là, un peu le délire paranoïaque où on pense qu'il va se passer un problème. Et donc il y a des choses qu'on veut pas. Moi je parle pour moi, c'est ce que moi je vis. Il y en a d'autres, ça va être pire encore. Il y en a d'autres, ça va être un peu moins, ça va être plus tranquille. Mais chacun ça adapte ses mécanismes de défense. Hein, mais moi en tout cas, ce que j'ai, c'est ça. Hein, puis les excès de violence, ça aussi, c'est un peu. Peut partir dans les tours assez rapidement. Ouais, il suffit juste d'un tout petit truc qui fasse le déclic et c'est vrai, ça vrille tout de suite. Ouais, ça c'est quelque chose que j'avais entendu aussi, un témoignage d'un ancien mec des forces spéciales américaines qui disait que c'était terrible parce qu'il avait sa femme, il avait sa famille, mais c'est simplement que parce que sa femme lui disait viens, c'est un dîner entre amis, il y aura que quelques personnes, et en fait le mec disait « parfois j'essaye, je retente », mais il disait c'est un espèce de truc où
il suffit qu'il y ait un sujet où soi-même t'es pas d'accord, ou un mec fait un bruit, ou un mec dit un truc un peu relou ou quoi, et en fait ton cerveau, il n'y a plus aucune limite, il part directement en éclat de voix et machin. Et... Lui, il est vraiment dans un cas extrême. Moi, je suis pas dans ce cas-là quand même, mais de base, moi, je suis quelqu'un de très... Je suis le copain un peu tranquille, la force tranquille. Je suis pas du genre à m'embrouiller avec des gens, à chercher les emmerdes, à vouloir me battre dans la rue. Mais là, force est de constater que depuis quelque temps, je peux, sur un malentendu, enfin, un mauvais regard sur un feu rouge ou un gars qui me fait une crasse, je peux le sortir par la vitre. Ouais. Quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Ouais. Et bon là, la transition, forcément, elle n'est pas facile, parce que du coup, je suis en train de penser à ton parcours sportif de combattant. Ouais. Parce que ça peut être pratique pour sortir le gars de la vitre, du coup. Facilement, le judo, bien sûr, mais... Exactement. Mais donc oui, pour parler un petit peu aussi de ton parcours de combattant, donc tu as commencé par le judo, tu as commencé à 5 ans. Ouais. Tu as pratiqué les arts martiaux et les sports de combat en fait pendant toute ta carrière militaire, même à la police, tu as continué parce que tu adores ça. Tu t'es donc entraîné avec Daniel Voirin et puis maintenant tu t'entraînes avec les frères Mamoudi Nicolaot. Ouais. Et pendant toute ta carrière, est-ce que tu as eu un moment donné, tu as hésité à peut-être devenir combattant pro ou quoi, ou il y avait ta carrière et c'était juste tu faisais ça parce que tu kiffes? Moi, le judo, j'ai goûté, j'ai même bien goûté au haut niveau en étant première division et puis j'ai fait les championnats de France première div par équipe, je les ai fait en individuel. J'étais dans des clubs de haut niveau, hein, j'ai fait plusieurs clubs de haut niveau. Donc le judo, c'est vraiment, j'ai goûté au haut niveau. Pas au très haut niveau, j'ai pas été en équipe de France. Mais après, j'ai glissé tranquillement. J'ai fait un passage en anglaise où j'ai fait de l'amateur en anglaise. Et après, j'ai glissé grâce à Benoît avec qui j'étais copain. Benoît Saint-Denis, bien sûr. Ouais, Benoît Saint-Denis, exactement. J'ai commencé à m'entraîner avec la team Voirin et puis de fil en aiguille j'étais dans la team Voirin, je m'entraînais avec eux et j'ai eu des combats pro de prévus pendant mes études de Podo, mais j'ai eu à chaque fois la première fois annulé parce que je me suis fait 6 fractures au visage en laissant tomber une haltère sur le visage. Ouais. Comment ça arrive, ça ? La honte. en fait, j'avais un partenaire d'entraînement, Mathieu Leto Duclos, qui est très rugueux à l'entraînement et qui a la facilité de blesser ses partenaires. Qui est très gentil, hein. Il est très sympa, mais je sais pas, des fois il fait des trucs de fou, il te met un doigt dans l'œil, il te met, je sais pas, il te met un coup de genou, il va te fêler les côtes, je sais pas pourquoi. C'est sparring, mais c'est à fond en fait quand même. Non, même pas, hein, mais des fois il fait des trucs, bon. Il se fait souvent gronder par Daniel, justement à cause de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'entraînait à l'époque, on était encore au Venom. Et je prends un KO plexus sur un coup de genou. Et je pensais que j'avais une côte pétée. Et donc, je vais faire les radios, tout ça. Et le médecin me dit bon, reste tranquille pendant quelques jours. Je dis oui. T'inquiète. Je voyais que la radio, il n'y avait rien. Le lendemain, je me dis bon, ok, c'est bon, je m'entraîne. Et j'avais un petit home gym chez moi. C'était encore à l'époque du confinement avec le Covid là, et donc je m'entraînais à la maison, je faisais mon entraînement sur le home gym, et j'ai pris des haltères en suicide grip, donc sans serrer l'haltère avec les pouces, et je faisais de l'extension triceps au sol avec des haltères de 20 kg. Et à un moment j'ai eu un spasme aux côtes et j'ai lâché l'haltère sur le visage, et du coup ça m'a tout éclaté. Oh merde! J'avais le nez en Z, j'avais des fractures j'avais 2 hémosinus,
fracture de la mâchoire, triple fracture de la mâchoire, triple fracture du nez. Allez, je me suis réveillé KO, enfin j'ai pris un KO, un vrai KO. Je me suis réveillé, j'avais l'artère, là j'avais la lèvre fendue en deux et la gencive fendue aussi. Il y avait une artère qui était lésée, ça pissait en jet partout. J'ai repeint tout mon appartement, tout le couloir. T'as joué un Tarantino en fait. Ah ouais, et voilà, donc déjà ça m'a écarté pas mal de temps. Parce que du coup, extension triceps, et tu t'es retrouvé, au moment où tu as le spasme, l'haltère était au-dessus de toi. Ouais, juste au-dessus de moi, et bah je sais pas, elle m'a glissé des mains et bon, elle a tapé dans mon visage. Donc 20 kilos et... Ouais. Ouais, je te montrerai les photos après. Ah ouais, ça doit être coton. Encore. J'ai la lèvre complètement fendue là, en bec de lièvre. Ah ouais, franchement, je m'étais pas loupé. C'était il y a combien de temps? C'était en 2020, 2021. Okay. 2021. Ouais, franchement, ça va, il n'y avait aucun sur la lèvre. Ouais, elle a une petite cicatrice. Tranquille. J'ai eu un bon doc. Et la deuxième fois, je me préparais pour un combat et Mathieu met high kick un peu appuyé, KO, perte de connaissance pendant 1 minute. 1 minute? Ouais. Je me réveille, je croyais que j'étais encore dans le sparring, je pars sur une clé de cheville. Oh là là là. Et Mathieu, du coup, je me rappelle, il avait pris peur. Il me dit il faut qu'on aille à l'hôpital. Je commençais à plus voir, mal à la tête, envie de vomir. Et on était au fitness park de Vitry. On s'entraînait au fitness park de Vitry. Et donc il m'emmène à. Je sais plus où il m'emmène, à Saint-Joseph, je crois. Saint-Antoine. Oh, je sais plus, dans un hôpital pas très loin. Et du coup, scanner, il y avait un hématome sous-dural. Combat, je crois, il me semble de mémoire, je crois que je devais combattre au LFL, en Hollande. Ok, ouais. Et pas combattu. Oui. Et puis après, la dernière année de Podo, j'étais dans mon mémoire. Je voulais combattre, mais il y avait le SPT, j'arrivais pas à perdre de poids. Là d'ailleurs, t'es à combien? Là, je suis à 108 là. Et tu veux combattre à combien? En 93. Je combattrai en 93, ouais. Et là, ce semestre-là, il était avec médecine, c'était chaud. Et là, on verra. En fait, j'arrête de me dire, vas-y, je combat, je m'entraîne. Si Nordine Mahmoudi, il a sa boîte de management, il me trouve un fight, on en a parlé là dernièrement, peut-être pour faire un truc en mars ou avril. S'il me trouve un combat, c'est parti, ça sera sûrement un combat dans les pays de l'Est ou en Belgique ou quoi. C'est parti, j'irai pour me péter là-bas. Et puis si j'arrive pas à me préparer, parce qu'il y a trop de travail en médecine, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, je suis dans un bon club avec des tueurs à gages. Ça, ouais. Et c'est le principal, je me fais plaisir le matin quand je vais à l'entraînement, je suis content d'y aller. Donc, ouais, tant qu'il y a ça. Ouais. Et le fait que tu aies envie de faire un combat de MMA, c'est pour l'expérience en elle-même, c'est pourquoi? Non, même pas. J'ai toujours fait des sports de combat pour faire de la compétition. Après, on m'a toujours dit pourquoi t'es pas passé par le milieu amateur. J'ai toujours répondu. Il y a même encore Lionel Brézéfin qui m'en parlait. Il y a pas si longtemps ça. Il y a peut-être 1 an parce que Arès voulait me signer parce qu'il trouvait que j'avais une storytelling intéressante. Je disais à Lionel, en fait, moi j'ai 35 ans donc j'ai plus 20 ans. Ouais. Maintenant, si je monte dans une cage, c'est pour prendre des sous aussi. Ouais. Je vais pas me péter dans une cage, risquer des dommages pour une chips, quoi. Voilà, pour un triangle Donna, quoi. Ouais. autant prendre au moins un billet et payer un hôtel et au moins un saut des bouts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins payer le restaurant à mon entraîneur à la fin fin du combat. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais. Et c'est pas dénigrer le milieu amateur parce que le milieu amateur, je trouve excellent et surtout en France, qui est ultra, il y a des tueurs à gages dans les amateurs. Ouais. Mais quitte à faire du MMA, et je pense, et c'est pas, je suis pas quelqu'un qui manque d'humilité. Je pense avoir, et je pense que Nico ou les frères Mahmoudi ou même mes partenaires d'entraînement pourront en témoigner. J'ai largement ma place dans les 93 kilos. Pour casser des bouches et me placer
me ranker dans le milieu français, quoi. D'accord. Donc, je dis pas que j'ai un niveau à la Oumar ou même à un de mes partenaires qui est Jorik, qui est très très fort. Mais, mais tu peux faire du dégât, tu le sais, quoi. Ouais. Voilà, je sais que au fond de moi, je suis un guerrier. Enfin, je suis pas. Ouais. Quand il faut partir et Speta, je sais me battre. Je sais rester debout. Je sais faire de la boxe. Je sais faire de la lutte et je sais faire du sol. Donc. Et tu sais faire mal de manière générale. Voilà. Yacine me l'a dit encore. Yacine Bouganet me l'a dit encore il y a 2 jours de ça. Il m'a dit, putain, quand tu tapes lourd, hein. Okay, si t'appuies, tu fais dormir les gens. Bon, quand c'est Yacine Bouganet qui dit ça, d'accord. Si Yacine le dit, c'est que c'est légitime. Voilà, c'est une bonne chose qu'il le dise. Oui, c'est une preuve de validation. C'est une validation. Voilà, on est validé par ses pairs. Oui. Yacine, c'est quand même une référence. C'est une sommité, ouais. Voilà, Yacine, c'est une référence dans les sports de combat, dans le pied-point. Ouais. Donc quand il me dit ça, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Là, en soi, vu ce que tu viens de me dire, limite, tu as presque fait une promo, j'ai envie de voir du coup maintenant. J'aimerais bien, il faut juste, en vrai, j'ai vraiment envie. Hein. Mais médecine me prend quand même beaucoup de temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Je sais très bien que j'irai jamais dans une grosse orga. Enfin, une grosse orga, on s'entend. Hein. Ouais, enfin l'UFC, ça va être chaud. L'UFC, même pas j'y pense. Même pas j'y pense, mais même un KSW, un PFL, enfin les grosses orgas mondiales, ça m'intéresse même pas. Si je combats, c'est pour surtout aussi me faire plaisir. Ouais. Et faire plaisir à mes entraîneurs, parce que ça fait des années des mois et des années qui m'entraînent et qui donnent du temps pour moi, faut aussi leur rendre un petit peu. Leur rendre honneur à ce qu'ils t'ont appris. Exactement. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est les études. Comme tout le monde le sait, les études de santé sont des études qui sont difficiles. J'en ai pas parlé, mais je me suis associé avec un ami, on a ouvert une box, on a ouvert Célaire Training, qui est une salle de sport à Cheville-la-Rue. C'est là où on est d'ailleurs actuellement. Exactement. Là, vous voyez des images à l'écran là tout de suite pendant que je parle. Là, on est dans le dojo, dans le dojo de Chiron, mais. Donc vous avez un dojo, vous avez une salle pour faire du cross-training en bas. Exactement, une salle de cross-training qu'on vient d'ouvrir là il y a à peu près 1 mois et demi. On démarre les entraînements collectifs là dans les semaines qui arrivent. Pardon. Et donc avec ça, les enfants, Chiron, enfin le travail à côté. Bon. En vrai, ça se trouve le temps parce que au Mamoudi, les entraînements c'est le matin. Donc ça c'est pratique ça pour toi la nuit. C'est très pratique. Ouais. Et entraînement le matin et le soir jusqu'à tard le soir. Donc ça c'est pratique, mais le problème c'est que beaucoup le disent, hein, quand on prépare un combat pro, faut pas le prendre à la légère parce que on combat avec des petits gants en 4. Et puis c'est con d'aller se péta et puis pour avoir des dommages et se blesser et ne pas être prêt et au bout d'un round avoir le cœur dans la bouche et puis se faire KO'ter au 2e round sur une reprise parce qu'on n'a pas fait une bonne prépa. Je trouve ça complètement débile de faire ça. Donc si je fais quelque chose, ça sera je pense là cette année-là ou l'année prochaine. Je sais pas quand, on verra je verrai avec les entraîneurs et avec le management, mais en tout cas j'ai envie de le faire. Et pour toi, parce que du coup, tu as combattu en amateur en boxe anglaise, mais tu n'es pas encore rentré, disons, dans une cage pour un combat pro de MMA. Non. Bon, du coup, j'avais une question mais, qui tombe un peu à l'eau, mais j'ai quand même envie de te la poser, malgré tout, même si elle n'a pas de sens, mais forcément, je ne peux pas m'empêcher de me dire, pour toi qui as connu du coup plus d'une 40aine de fusillades dans différents endroits du monde et avec différentes intensités, rentrer dans une cage de MMA, ça va être pour le plaisir, mais tu penses que tu vas avoir du stress quand même, ou là c'est un peu... Tu sais, le judo, j'en ai fait après l'armée
Et quand je montais sur un tapis, j'avais aussi du stress. Hein. Quand j'arrivais sur les championnats de France ou sur des grosses compètes labellisées, le matin à la pesée ou le soir à la pesée, on n'est pas bien. Enfin, ouais, boule au ventre quand même. Et... ouais, c'est un sport de combat. Hein, donc en anglaise, quand je montais sur le ring en amateur, forcément il y a un stress, mais c'est un stress positif. Ouais. C'est pas quelque chose qui va me tétaniser. Ouais. Je pense que ça sera, comme tout le monde, la même chose que... À la limite, c'est rassurant. Ouais. Ça veut dire que malgré le fait que tu aies toute cette expérience où tu as vécu des situations de vie, de mort potentielle, etc., le cerveau garde quand même, et heureusement, ce côté, il te met le stress parce que c'est quand même une situation de risque. Et, Bien sûr, c'est une situation de danger. Hein. Il y a des dommages qui vont être faits. Ouais. On va sortir du combat, on va être blessé. Ouais. Quoi qu'il arrive. Sauf si tu fais un perfect. Oui, voilà. Comme a fait Jorik sur Svor en moins de 30 secondes. Ça, il n'a pas pris beaucoup de coups. Donc là, non mais... ouais, peut-être, mais... non, il y aurait du stress. Ouais. Il y aurait du stress. Ça serait mentir. Et je pense que tous les combattants qui montent dans une cage ont un stress qui est un stress positif. Ouais. Ça transcende. C'est un stress qui va transcender, qui va transformer... Quoique pas tous. Hein. C'est vrai qu'il y a des combattants qui ont le stress et qui donc sous-performent. Et c'est les fameux, tu sais, les champions de gym qui sont les meilleurs du monde. Et même Georges Saint-Pierre dit, ouais, lui dans mon gym, machin. Mais par contre, le stress du combat devant du monde fait que... J'avais un ami comme ça au judo là, qui faisait partie de mon équipe quand j'étais à Poissy à l'époque, dans l'équipe de Poissy. Et c'était un tueur à gages. Mais vraiment, il allait à l'INSEP et il mettait sur le dos... les numéros 1 de l'équipe de France, mais vraiment un tueur à gages. Et quand on arrivait sur les premières dives, tant qu'il n'avait pas passé le premier tour, il était capable de tout comme de rien. Et une fois qu'il avait passé son premier tour, c'était bon, il était redevenu la machine de guerre qu'il était. Mais il fallait vraiment qu'il passe ce premier tour. Il était tétanisé par le premier tour. Ah, c'est marrant ça. Et ceux qui vont me regarder ils vont savoir de qui je parle. Je vais pas donner son nom à la radio, mais même lui va se reconnaître parce que je suis sûr qu'il regarde l'émission. Mais c'était vraiment une machine, un gars ultra prometteur, mais il avait justement ce gros stress qu'il n'arrivait pas à dépasser du premier tour. Il pouvait perdre sur un gars qui était random au premier tour. Mais du moment qu'il passait ce truc-là, après, il était inarrêtable. Ah ouais, donc c'était grosse barrière mentale sur un tout premier truc. Exactement. Et après, parce qu'au judo, c'est les histoires de tableaux. Ouais. Donc, c'est des tournois, voilà, exactement. Et il y a 2 tableaux qui se rejoignent pour faire une finale. Et il faut passer les tours et puis arriver à la finale. Ouais. Donc, on peut combattre 4-5 fois dans la journée. Et d'ailleurs, tu as su... il était capable de dire ce qui fait que c'est juste... Moi, j'en ai jamais discuté avec lui. Et puis, c'était un truc un peu, quand même, un peu tabou, quoi. Je pense que lui, il en était conscient. D'ailleurs, il a arrêté le judo. Je pense que c'est pas parce qu'il en avait marre de mettre un kimono. Je pense que voilà, c'était peut-être le fait de ne pas avoir les performances qui étaient à la hauteur de sa valeur. Mm-hmm. Moi, je sais pas pourquoi il avait... Ouais, ce blocage. Ouais. On reste dans les sports de combat, mais je passe un peu du coq à l'âne. Mais quand tu étais dans les forces armées et que tu rencontrais des régiments étrangers ou quoi, est-ce qu'il y a des régiments en particulier, français ou ailleurs, où tu t'es dit, oula, je sais pas ce que c'est que ce délire, mais ils sont trop chauds en pied-point, en combat ou machin. On parle souvent des pays de l'Est. Avec les gars de la Légion étrangère avec qui je boxais, j'ai rencontré, je boxais pas mal avec un gars, un Biélorusse qui était à la Légion, là, qui était très très fort. On parlait tout à l'heure, il avait gagné champion de Biélorussie. Exactement, champion de Biélorussie en mi-lourd ou en mi-lourd, en moins de 85 je crois, ou en plus de 85 je sais plus. Et lui était une vraie boxe, la vraie boxe soviète. Ouais, c'est tellement beau ça. C'est très beau à avoir boxé en ligne. Puis il était très grand, très longiligne. Et il était très très beau à avoir boxé. Vous faisiez des compétitions entre régiments Non. Bon, il n'y avait pas le temps. Ouais. Non, c'était le soir. C'est quand on pouvait s'entraîner. Quand on avait un moment pour. Bon, on pouvait s'entraîner quasiment tout le temps, sauf quand on était dehors en mission. Mais
Bah, on se regroupait, on boxait, ou on faisait du sol, ou on faisait muscu. Du coup, il n'y a pas de truc, parce que je pense par exemple à Sergei Kharitonov notamment, qui était, je crois, champion de l'armée de corps à corps, enfin de combat à main nue. Je crois qu'il n'y avait peut-être pas les trucs à la tête ou quoi, mais c'était grosso modo le MMA de l'armée. Okay. Et il était multiples fois champion de Russie. D'accord. Il n'y a pas de bail comme ça dans les sports de combat, si, tu as les championnats de France militaires. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ça t'a jamais botté de participer? Il y a les championnats de France du judo. Bah, à chaque fois, j'étais pas là, j'étais en mission. Ok. Donc, j'ai pas pu les faire. J'ai fait les championnats de France police. Ok. Pareil, il y a un gros niveau parce que la police, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont dans la police parce qu'avant, il y avait les tiers-temps, etc. pour les sportifs de haut niveau. Donc, il y avait un niveau qui était un niveau première division parce que les 5-7 premiers de chaque catégorie, c'était des gars qui étaient en première div. Ouais. Donc je les ai fait une fois les championnats de France police, et j'avais fait un podium. Podium, ouais. J'avais fait, je crois, soit vice-champion de France, soit troisième, je me rappelle plus. Ok. T'as déjà eu, parce que du coup, bon là c'est mon cerveau malade qui fait des liens, mais t'as déjà eu à utiliser le fait que tu sois un tueur à gages malheureusement ou pas du coup, mais dans tes épisodes où t'as eu la rage qui s'empare de toi ou quoi, un mauvais regard ou un truc comme ça? Éclater un gars dans la rue, tu parles? Ouais, ou alors ou devoir utiliser tes compétences pour... ou autrement dit comme ça, oui. Joker. Ok, ouais. Non, on veut pas de problème. Ouais, il m'est arrivé de m'embrouiller, ouais, forcément. Ouais. Mais on reste des garçons, quoi, on est un peu bébêtes. Hein, voilà, et puis il n'y a pas spécialement d'un sport qui est réputé pour être où on est... les judokas, les rugbyman, c'est pas spécialement réputé pour être des intellectuels, quoi. Rustres, on est bien on prend des coups et... Ouais, ça aime ça, quoi. Et se taper à la fin du bar, quoi. Ou aux fêtes de Bayonne. Ouais, ça, les férias de Bayonne... D'après ce que j'ai compris, c'est un peu une institution pour quand tu arrives entre 1h et 5h du mat. Oui. Tu n'auras pas de problème à trouver si tu veux. Non, jamais. Ouais. C'est tous les clubs de judo vont là-bas, tous les clubs de rugby vont là-bas. Oui. Le début de soirée, on chante ensemble, et fin de soirée... Ouais, des petites commotions tranquilles, quoi. Voilà, on se... non, mais c'est pour se rapprocher. Ouais, on chamaille. Mais c'est bizarre parce qu'il y a... En fait, bon, maintenant, les fêtes commencent à devenir un peu craignos. Ok. Mais quand j'y allais, j'étais plus jeune, c'était quoi? C'était une dizaine d'années. Quand on y allait, ça chamaillait, puis après... ça s'excusait, quoi. Ouais, à l'ancienne. Ouais, voilà. Ouais. Ah, désolé. Tu sais, c'était la bouteille de trop. Ouais, et puis ça se réconciliait autour du verre. Exactement, maintenant c'est plus ça. Maintenant ça a changé. J'ai des copains qui y vont encore, ils m'ont dit franchement ça devient craignos, les filles elles se font embêter, il y a des coups de couteau, c'est pas comme avant, c'est pas l'ambiance un peu rugby troisième mi-temps, quoi. C'est plus trop ça maintenant. Mais ça, est-ce que j'ai l'impression personnellement que c'est global, mais même pas que en France, hein, mais que les bails d'insécurité, les bails ça commence à partir en couille dans tous les sens, ça donne effectivement cette impression où qu'on soit un peu. Ouais, est-ce que t'es dans le vrai, ou est-ce que justement c'est la médiatisation, l'ultra-média avec les chaînes de médias 24/24 qui nous matrixent un peu là-dessus. Ça, c'est sûr. Je pourrais pas te le dire. Parce qu'après, je me réfère généralement, parce que j'essaye pour essayer de ne pas me faire trop matrixer, même si ça doit arriver, parce que ne serait-ce que les trucs ciblés, etc., où que tu sois, forcément ça matrixe. À chaque fois, j'essaie de me dire, ok, pour garder la tête un peu hors de toutes ces merdes, qu'est-ce qui se passe devant toi, dans ton quartier, dans ta vie de tous les jours, vraiment, et je me base sur ça, et j'ai l'impression quand même un peu. Moi, je fais vraiment pas attention vraiment pas attention à tout ça en vrai. Je suis un peu dans mon monde. Hein. Je fais ma life. Volontairement parce que t'as pas envie de te prendre la tête? Ouais, je pense. Mais non, je l'ai toujours été.
Je me suis jamais intéressé vraiment à la politique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je m'intéresse pas. Enfin, je m'intéresse à la géopolitique, à ce qui se passe dans le monde, les conflits, voilà. Mais je me dis pas, ouais, le monde il est en train de, enfin, le monde part en couille, ça se voit. Je pense qu'on est trop biberonné à l'actu H24 avec les chaînes d'actualité H24 et puis bah eux, ce qu'ils mettent en valeur, c'est des trucs, voilà, des faits divers croustillants. Donc, et puis bah quand tu regardes ça tout le temps, toute la journée, que t'as ça, t'as ta télé allumée sur telle ou telle chaîne tout le temps, bah au bout d'un moment, forcément, tu te dis oh putain, mais le monde il va mal. Toi, du coup, dans la vie de tous les jours, vu ce que tu me dis, donc j'imagine que tu ne fais pas ça de regarder tout le temps des chaînes d'infos, de machin. Ouais, c'est ça. Et donc, en tout cas, toi, dans ta vie, soit c'est parce que tu ne fais pas forcément, tu ne regardes pas avec machin, qu'est-ce qui se passe dans la rue, de trucs, t'as pas cette impression-là. Non. Enfin, peut-être c'est moi qui me dis, enfin, qui est dans un monde de bisounours, je sais pas. Mais oui, en France, il y a de la délinquance. Il y a 10 ans, il y en avait. Il y a 20 ans, il y en avait. Oui, il y a de la criminalité. Dans le monde, pareil, il y a des conflits, il y a des guerres. Enfin, ça a toujours été, en vrai. Je reste documenté parce que... Enfin, je reste informé de ce qui se passe, en tout cas en géopolitique, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe et ce qui pourrait potentiellement arriver plus tard, mais me focus sur des faits divers à la con. Il n'y aurait pas d'intérêt, quoi. Non. Bah, tu sais, j'étais quasiment 10 ans à la police, des faits divers à la con, j'en voyais tous les jours. Donc, et puis ça n'a pas noirci mon âme pour autant, donc voilà. Peut-être aussi c'est le fait d'avoir été dans la police qui fait que aujourd'hui j'ai pas spécialement envie de continuer à m'alimenter là-dessus. Pour ne justement pas rester plongé dedans tout le temps. Souvent sur donc moi j'ai un Insta Pro et je discute avec tous ceux qui veulent discuter avec moi, je leur réponds, je les ghoste pas. Et souvent on vient me dire t'as vu, il s'est passé ça à tel endroit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense quoi? C'est triste, mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est pas parce qu'il s'est passé ça que demain il va y avoir une guerre civile en France, en fait. Tu te détaches totalement de ce fait divers et de ça pour essayer de voir un peu. C'est un fait divers, quoi. Ça s'est passé, ça aurait pu se passer à Chevilly-la-Rue, comme ça pourrait se passer à Lille. Donc, c'est pas parce que y a la guerre là-bas que c'est forcé. Enfin, la guerre va s'exporter en Europe ou en France. Enfin, faut rester mesuré dans ce qui peut arriver et arrêter de. Vous voyez, maintenant c'est la fake news, c'est qui va sortir le petit truc croustillant le plus rapidement possible, quitte à pas vérifier toutes les infos qui peut y avoir. Donc faut écouter ce qui se passe, mais il faut rester. Faut essayer de faire la part des choses. Comme dit Jean-Claude Van Damme, faut rester aware, quoi. Oui, JCVD. C'est un philosophe. C'est le plus grand philosophe francophone. Voilà, c'est ça. Mais oui. Ça a été une de tes idoles Non. JCVD? Non. Tu faisais pas partie de ces gars qui ont vu genre Kickboxer ou quoi? Si, je les ai vus. Mais ça n'a pas non plus changé ta vie. Non. J'ai pas d'idole en tant qu'acteur, vraiment. Je suis pas un gros cinéphile de base. Tu sais, je regarde un peu Star Wars. Ah oui, voilà, d'accord, c'est large. Je suis très large. Je suis pas un gros cinéphile.
si tu commences à me parler de musique de film et tout, je vais être très mauvais. De toute façon, j'ai envie de dire, je ne sais même pas comment tu as le temps pour faire quoi que ce soit d'autre que... Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, mais avant, j'en avais un peu plus avant. Ouais. C'est mes études aujourd'hui qui me prennent du temps, mais avant, j'avais plus de temps quand même. Et du coup, les moments, tu arrives à te dégager quoi comme temps pour juste te faire plaisir un peu ou faire des trucs en dehors de soit le sport, soit ta famille, soit la médecine? J'arrive à garder du temps pour les miens. Le sport, je vais m'entraîner en général le matin. Mais moi, je trouve mon plaisir à aller en cours. Hein. Pour moi, c'est un plaisir d'apprendre de nouvelles choses et de... C'est un plaisir d'aller à la fac, c'est un plaisir d'ouvrir un bouquin de médecine et d'apprendre la médecine. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et puis, je me dis que, tu sais, moi, j'ai pas fait le concours de la... J'ai pas fait la PACES, enfin l'ancienne PACES, donc qui est PASLAS maintenant, donc la première année de médecine. Moi, j'ai fait le concours de la passerelle. Ok. Et qui est la deuxième voie pour entrer en deuxième, troisième année de médecine. Et le concours de la passerelle, il y a beaucoup de candidats, comme en PASLAS, mais très peu de retenue. Ok. Donc, il faut avoir un parcours professionnel qui est étayé. Et puis, sur le concours, il y a le jury, etc. Il faut savoir, faut le réussir, le concours. Ouais. Moi, sur ma fac, je ne sais plus combien il y avait de candidats, mais il y en avait, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être entre 150 et 300, je ne sais plus, et on a été 18 ou 19 à être pris au concours de la passerelle. Ah oui, c'est donc ultra élitiste, ok. Ouais. Je me dis que ce que j'ai eu en médecine, la confiance que m'a accordé le jury, dont le doyen de la fac dans laquelle je suis, c'est une chance. Faut pas que je laisse passer ma chance. Ouais. Et du coup, tu kiffes y aller, tu prends du plaisir à avoir cette aventure-là. Ouais, clairement. Okay. Ouais, donc en fait, c'est pas que t'as pas besoin de loisirs, mais c'est que comme tu kiffes ça, en réalité, tu comptes pas forcément les heures quand tu t'as fait machin. Non. Ok, ouais. Et t'as pas besoin de... Oui, quoique bon, un petit là, peu j'étais en partiel la semaine dernière, je peux te dire que je commence à déprimer, parce que j'ai passé mes vacances de Noël quand même à travailler 12 heures par jour. Sur ma chaise, j'ai alterné entre mon bureau et mon lit avec mon Mac pour mettre un peu de mouvement dans ma vie. Mais c'est tellement marrant parce que là où je suis, c'est tellement surréaliste de te voir là, mec de 108 kilos qui a fait les chasseurs alpins, qui a été dans la police, qui fait des sports de combat, qui est en train de dire putain les partiels c'est pas facile là en ce moment. À 35 ans, c'est tellement surréaliste quoi. Non, puis même, tu peux demander aux copains là, qui sont de l'autre côté. Je faisais pas le fanfaron. Ouais, je faisais pas le fanfaron en période de partiel. Ils me voyaient, j'avais des cernes comme ça. J'étais anxieux. J'étais comme un petit qui sort de Paslas là, qui a 20 piges lui il a de la chance, il n'a pas d'enfant, il peut sortir à ses soirées le soir, il se met un peu la pression un mois avant les partiels, sauf que moi à côté il y a... Mais ils doivent te voir comme un alien là-bas. Ouais, les gens... ils pensent que je suis un mytho. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en vrai... Là, même mon cerveau, il se dit putain, mais comment c'est possible qu'un humain fasse tout ça? Et du coup, les gens doivent, ils doivent halluciner. Quoi. Non, il y en a, ils se disent, même mes potes de passerelle là, qui ont fait la passerelle comme moi, ils disent, mais je ferais une dépression nerveuse à ta place. Mais là, avant le début des partiels, j'étais limite en dépression nerveuse. J'en pouvais plus. C'était trop. C'était trop. J'ai eu, je sais pas, peut-être. Là, pour les partiels de janvier, j'ai eu peut-être 3000 pages à apprendre. Oui, parce que c'est à apprendre. Hein. C'est pas juste lire, c'est à apprendre et comprendre. Parce que apprendre, ça va encore. T'apprends, tu apprends les trucs machinalement, tu peux le faire. Mais c'est comprendre aussi les concepts de ce que tu apprends. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc, il faut... C'est bien d'apprendre, mais dans les partiels, ils posent une question, mais dans les réponses, il y a pas mal de petits pièges. Donc, faut quand même vraiment savoir si tu as vraiment compris le concept
Et ça, vraiment, si tu as vraiment compris la question à laquelle on t'a posé. Ouais, c'est pas du par cœur, quoi. Ouais. Il ne contrôle pas que tes connaissances, il contrôle aussi que tu aies bien compris ce que tu as appris. Ouais. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui prend du temps. Ils ont quel âge, les gens avec lesquels tu vas en cours? Ça, entre 20, 21, et moi, je fais partie des plus vieux, la trentaine, quoi. Et ça se passe comment avec tes petits camarades? Avec les petits camarades tu sais, on est beaucoup. Donc on se côtoie pas trop. Et puis moi, je vais pas trop aux soirées médecine. Donc, oui, ce que j'allais dire, parce que le bail de évitement plus soirée médecine, ça doit être je suis allé à une ou deux. J'ai vu que c'était des soirées de fous. Ouais. Et je me suis dit, ok, je vais rester chez moi. Puis moi, je suis un peu un flemmard, tu vois. Je suis un peu casanier. J'aime bien être chez moi quand même. Donc, ouais. je reste à la maison, tranquille, avec les enfants. Bon, du coup, j'allais hésiter à faire une blague. Mais bon, c'est une blague, mais sur... Bon, allez, je me lance. Et du coup, les trucs de fou, c'est pas des... T'as pas de stress post-traumatique de ce que t'as vu en soirée médecine? Ah, si. Je vais pas dire ce que j'ai vu, mais... Ouais, des trucs qu'on peut pas raconter. Les réputations des soirées médecine, c'est pas des mensonges. Ah ouais, c'est vraiment des grosses soirées où il y a rien d'illégal ou quoi. Hein. Ouais. Mais c'est les soirées où les étudiants ils se lâchent. Parce que moi j'ai entendu des histoires de seaux où tout le monde vomit dedans et après, alors ils font croire à quelqu'un qui va en prendre un petit peu ou devoir prendre un godet, des bails de matière fécale qui se tartinent. Est-ce qu'on est dans ces eaux-là ou pas? Ouais, on est dans ces trucs-là. Bon, il n'y a pas de, ils n'ont pas de limite avec leur fluide biologique. Ces jeunes-là. Les étudiants en santé sont des bons vivants. Oh, c'est bien dit. Ça, c'est diplomate. Ça. Exactement. Ouais. Bon, bah voilà, gardez vos fluides, hein, tout le monde. Ou alors mettez-les aux bons endroits. Mais ok. Et donc, en tout cas, ouais, tu kiffes ça. Tu kiffes le fait d'apprendre, même si tu as le stress des partiels et trucs comme ça, c'est ça ton kiff en fait maintenant. Ouais, puis oui, clairement. Ouais. Moi j'ai toujours été. J'ai toujours eu besoin d'être stimulé intellectuellement, donc je pense que dans la voie que j'ai choisie aujourd'hui, je continuerai toujours à avoir cette stimulation parce que même plus tard, quand je serai interne, médecin interne, donc après la 6e année, enfin en 7e année, jusqu'à la fin de mon cursus universitaire pour être docteur. Et même après, je devrais continuer à me former, lire des études, donc voilà, je serai toujours stimulé. Alors que la police, j'ai quitté parce que y avait le syndrome post-traumatique qui était trop présent, et parce que clairement, j'étais plus du tout stimulé dans ce que je faisais. Ouais. Et je trouve ça, c'est un beau métier, mais moi ça, je pouvais pas quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc, mais au final, maintenant, t'as vraiment trouvé cet équilibre-là qui te va bien avec tout ça. En fait, déjà, il y avait le côté médical, parce que moi, à l'armée, j'étais Oxane, donc auxiliaire sanitaire groupe, donc j'étais en gros, je vais vulgariser un peu le trait, mais j'étais infirmier groupe. Dans mon groupe de combat, c'était moi qui médicalisais s'il y avait un blessé. Ouais. Donc j'aimais vraiment déjà ça. Et donc la police, j'avais un peu quitté ce truc-là. Et en quittant la police, j'avais toujours cette envie de pouvoir plus tard continuer à aider mon prochain. Et donc autant mêler ce que j'aimais, donc la santé. Donc j'ai commencé par Podo. Et après, j'ai pu faire la passerelle, et donc j'ai basculé avec médecine. Mais j'ai toujours eu cette envie de continuer à vouloir aider les autres. Ouais. J'avais plus envie de le faire en étant policier, mais il y a d'autres métiers qui peuvent le faire. Donc, ouais, c'est parfait. Ouais, là, tu trouves vraiment un moyen de, en même temps, te stimuler intellectuellement, en même temps de pouvoir aider les autres à terme avec ça. Ouais, donc c'est parfait, quoi. Ouais, exactement. Puis moi, j'ai toujours été
à fond. J'ai toujours trouvé le corps humain. J'ai toujours trouvé que que le corps était une machine, mais fantastique. Donc maintenant, je l'apprends, j'essaie de le comprendre. Et c'est cool. Ouais. C'est cool. Plus tard, j'espère que je pourrai le soigner. Voilà. Ouais. Donc c'est cool. Tant mieux. Eh ben, je crois que c'est le parfait mot de la fin pour cette interview. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël, pour avec plaisir. Ce temps que tu nous as donné. Bon courage pour médecine, parce que là, t'en as pour un petit bout de temps encore. C'est ça qui est bon, d'un autre côté, vu que tu kiffes. Ouais. Plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Et bon courage pour continuer, mais courage non, parce que finalement tu kiffes à faire tout ça en même temps. Ouais, là ça va se calmer, la salle de sport elle est ouverte. Ouais. Maintenant on a des adhérents, ça y est, mais il faut que ça. Ouais, il faut que ça parte quoi. Il faut que ça démarre, qu'on trouve notre équilibre et qu'on fasse aussi kiffer les gens avec la salle de sport. Et puis, mais mon temps là, il va s'aller. Enfin, je vais avoir un peu plus de temps pour moi là, maintenant que la salle de sport est ouverte, etc. Ouais. Ça va être plus cool. Oh Dieu merci, parce que là, c'est emploi du temps, la Jeff Bezos là. Ouais. Ouais, même la nuit, j'arrivais plus à dormir. Parce que tu sais que pendant un moment, j'allais en cours la journée. J'arrivais ici avec mon associé là. On bossait de genre 20h à 2-3h du matin. Dans la salle, on faisait de la maçonnerie, on pétait des murs, on peignait des murs, on faisait du carrelage, d'ailleurs, il y a des potes du MMA qui sont venus, Nordi Nazret, le combattant, qui est venu nous aider à faire du carrelage. Là, il bossait jusqu'à 2h du matin, le pauvre. Oh là. Il pétait des plombs. Je rentrais 4h30 chez moi. Je me levais, j'ai des enfants, donc les petits se lèvent tôt, 6h, 7h. J'allais en cours, j'allais en cours, j'avais les cernes comme as, je m'endormais dans l'amphithéâtre. Mais comment t'as fait? Donc t'as carburé à 2-3 heures de sommeil par nuit, avec tout ça à faire en même temps, pendant combien de temps t'as fait ça? Ça a duré 1-2 mois. Là, c'était à la fin d'année, là, c'était entre, on va dire, octobre et décembre. Attends, je suis pas le seul, hein. Il y en a. Tu l'as déjà eu ici, hein. Alex, c'est pareil. C'est une chouette, le gars il dort jamais. Il est pire que moi. Hein. J'ai fait ça pendant 2 mois. Lui, il dort jamais. Mais comment il s'entraîne, il a un physique, il est énorme, il a des grosses barres, il gère la boîte comme jamais. Mais je comprends pas, parce que je comprends pas physiquement comment c'est possible. Mais je crois que ça, c'est l'armée qui nous l'a. Tu sais, on a l'habitude de ramasser, pas dormir, devoir faire des trucs tout le temps, d'arrêter de repousser au lendemain ce qu'on peut faire. En fait, on a été élevé à l'armée, et donc du coup, je pense que en fait, ça restait dans nos. Ouais. C'est resté en qualité intrinsèque. C'est un reste en fait. Tu vois, c'est un reste c'est un bon reste. Ouais, à condition que ce soit pas dangereux sur le long terme. C'est ça le problème. C'est dangereux sur le long terme, mais quand il faut mettre un coup de collier, en tout cas. Oui. Travailler dur et ne ici, on arrive à le faire. Ouais. Voilà. Putain, c'est beau. Eh ben, vous êtes des machines. Pas des machines, mais en tout cas, Si. Objectivement, si. C'est c'est beau, mais. Quand il faut faire quand il y a un coup de stress et qu'il faut mettre faut serrer un peu les dents et les fesses, on sait le faire. Bon voilà, heureusement du coup que ce sont des gens comme vous qui sont médecins et à l'armée et dans les chasseurs alpins. Comme ça, bouclé, ça fait partie des premiers trucs qu'on a cités. On finit sur ça, c'est magnifique. Top. Merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir.